Et si ce que nous redoutons le plus était, en réalité, le chemin vers ce que nous avons le plus besoin de découvrir, une rencontre avec le vide et avec nous-mêmes. Nietzsche, Van Gogh, Tesla, 3 noms qui ont révolutionné leur domaine et laissé des héritages immortels. Mais, au-delà de leur création géniale, il existe un fil invisible qui les relie profondément, l'abîme. L'abîme n'est pas simplement une difficulté ou un obstacle. C'est une force mystérieuse qui défie les frontières de l'existence humaine. Pour Nietzsche, l'abîme était le vide laissé par l'absence de sens, une confrontation avec le nihilisme, dans une quête désespérée de nouveaux repères. Pour Van Gogh, cet abîme était intérieur, un tourbillon émotionnel, une lutte incessante contre les limites de son esprit, et un refuge trouvé dans son art. Pour Tesla, l'abîme prenait la forme de l'isolement, une déconnexion entre sa vision révolutionnaire et un monde souvent incapable de le suivre. Chacun d'eux a affronté cet abîme à sa manière, et aucun n'en est sorti totalement indemne. Pourquoi tant d'esprits brillants sont-ils attirés par cette force énigmatique ? Le prix de la génialité est-il de vivre au bord de l'abîme ? Ou bien l'abîme est-il l'endroit où ces esprits extraordinaires trouvent ce qu'ils recherchent ? Un sens, une expression ou même une transcendance ? La réponse à ces questions nous plonge au cœur de ce que signifie créer, innover et repousser les limites de l'humain. Dans l'histoire, l'abîme a été un symbole universel, un espace entre le connu et l'inconnu, où les certitudes s'effondrent et où nous sommes contraints de faire face à ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes. On le retrouve en philosophie, comme le vide existentiel, en psychologie, comme les ombres que nous craignons d'affronter, et en spiritualité, comme l'obscurité qui précède l'illumination. L'abîme n'est pas simplement un lieu, mais un état, une frontière où l'esprit, l'âme et la raison sont mis à l'épreuve. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un ne fait pas que s'approcher de l'abîme, mais y plonge entièrement ? C'est ce qu'ont fait Nietzsche, Van Gogh et Tesla, chacun à sa façon. Aujourd'hui, nous explorerons ce qui les a poussés à affronter ces profondeurs, ce qu'ils y ont trouvé, et si au final, ils ont réussi à en revenir. Certaines réponses risquent de surprendre, tandis que d'autres pourraient remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la génialité. L'abîme est l'une des métaphores les plus puissantes et persistantes de l'histoire humaine. Il apparaît dans les mythes, les philosophies, les textes sacrés et les œuvres d'art, représentant toujours une frontière ou une traversée. Mais qu'est-ce exactement que l'abîme ? Ce concept défie les explications simples, car il ne s'agit pas d'un objet physique, mais d'une expérience profondément symbolique. C'est l'espace entre le connu et l'inconnu, l'endroit où les certitudes vacillent, et où nous sommes contraints d'affronter nos propres vulnérabilités. En philosophie, l'abîme est une provocation au sens même de l'existence. Nietzsche le décrivait comme le vide qui surgit lorsque les vérités absolues perdent leur signification. Un lieu où l'humain doit créer de nouveaux sens pour ne pas être consumé par le nihilisme. Kierkegaard, de son côté, voyait l'abîme comme un appel à faire un saut de foi, une invitation à transcender l'angoisse et à trouver un but dans l'incertitude. Pour ces deux penseurs, l'abîme n'était pas seulement destructeur, mais aussi porteur d'une possibilité de renouveau. En psychologie, Carl Jung a intégré l'abîme à l'esprit humain. Il l'associait à l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous réprimons ou nions, mais qui continue pourtant de guider nos choix et nos comportements. Affronter l'abîme intérieur revient à plonger dans les profondeurs de la psyché, à confronter peur, traumatisme et désir enfoui. Jung croyait que ce voyage, bien qu'effrayant, était essentiel à la connaissance de soi et à l'intégration de l'être. L'abîme joue aussi un rôle central en spiritualité. Dans la mystique chrétienne, par exemple, il se manifeste comme la nuit obscure de l'âme, une période de désolation et de déconnexion avec le divin qui précède l'illumination. C'est le moment où l'ego est dissous, ouvrant la voie à une transformation spirituelle. D'autres traditions, comme le bouddhisme, perçoivent l'abîme comme une étape vers la libération, un affrontement avec le vide existentiel qui nous force à abandonner illusions et attachements. Friedrich Nietzsche est connu comme l'un des philosophes les plus provocateurs et visionnaires de l'histoire. Ces idées ont ébranlé les certitudes qui soutenaient la culture occidentale, exposant un vide qu'il appelait le nihilisme, l'absence de sens dans un monde où Dieu est mort. Pour Nietzsche, l'abîme n'était pas qu'une métaphore. C'était l'espace philosophique où l'humanité devait affronter l'absence de but et, à partir de là, construire de nouvelles valeurs. L'abîme existentiel de Nietzsche commence par son rejet des vérités héritées. Il croyait que les fondements traditionnels de la morale, de la religion et de la métaphysique s'effondraient,
et que l'humanité devait faire face à la conséquence de cette mort de Dieu, un monde sans bases absolues. Dans ce vide, Nietzsche voyait à la fois un danger et une opportunité. L'abîme était une épreuve, un espace où seuls les plus forts, capables de créer de nouvelles significations, pouvaient prospérer. Mais affronter l'abîme eut un coût élevé. Nietzsche ne s'est pas contenté d'écrire sur le nihilisme. Il l'a vécu. Dans ses œuvres, comme Ainsi parlait Zarathustra et Par-delà le bien et le mal, il a exploré le concept du surhomme, Übermensch, celui qui transcende le nihilisme et crée ses propres valeurs dans un monde sans garantie. Cependant, ce parcours l'isola profondément. Sa pensée le plaça en opposition avec les conventions de son époque, l'éloignant de ses pairs, de ses amis et même de sa propre santé mentale. La célèbre phrase de Nietzsche « Quand tu regardes longtemps dans l'abîme te regarde en retour » n'était pas qu'une réflexion philosophique, c'était un avertissement. L'abîme n'est pas passif, il réagit. Regarder profondément en lui signifie risquer d'être consumé. Nietzsche l'a expérimenté littéralement. Les dernières années de sa vie furent marquées par un effondrement mental qui le rendit incapable de poursuivre son œuvre. Il passa ses jours en silence, sous les soins de sa sœur, loin de la philosophie qu'il avait un jour définie. Nietzsche nous a laissé une leçon puissante. L'abîme existentiel peut être à la fois destructeur et transformateur. Le confronter exige du courage, mais aussi de la prudence. Son histoire nous rappelle que le vide n'est pas un espace neutre. Il défie, teste et parfois consomme. Mais Nietzsche n'était pas le seul à faire face à cet abîme. Tandis qu'il affrontait le vide existentiel, un autre génie luttait contre un abîme plus intime, ses propres ombres mentales. Tandis que Nietzsche luttait contre le vide existentiel d'un monde sans certitude, Vincent van Gogh affrontait un abîme différent, profondément ancré en lui. Le peintre néerlandais vivait une bataille constante contre ses émotions, son esprit et sa solitude. L'abîme de Van Gogh était psychologique, un mélange de crises émotionnelles, d'isolement et d'un désir désespéré de trouver la beauté au milieu du chaos. Van Gogh est souvent perçu comme un génie incompris. Durant sa vie, il ne vendit qu'un seul tableau et fut largement ignoré par les critiques et le public. Mais derrière ses coups de pinceau vibrants et ses compositions fascinantes se cachait un esprit tourmenté. Van Gogh utilisait l'art comme un refuge pour donner forme à des émotions qu'il ne pouvait exprimer autrement. Des œuvres comme La Nuit étoilée ou Champ de blé avec corbeau incarnent visuellement sa tentative d'organiser le tumulte intérieur. Carl Jung décrivait l'abîme psychologique comme l'ombre, la part de nous-mêmes que nous refusons, mais qui influence pourtant nos actions de manière subtile et puissante. Pour Van Gogh, cette ombre semblait dominer sa vie. Il vécut des épisodes d'instabilité mentale, comme l'incident célèbre où il se coupa une partie de l'oreille après une dispute avec son ami et peintre Paul Gauguin. Ce moment marqua un tournant dans sa fragilité émotionnelle, mais il ouvrit également une fenêtre sur la profondeur de son combat intérieur. Malgré sa douleur, Van Gogh trouva dans l'art une manière d'affronter l'abîme. Il transforma ses émotions en paysages intenses et portraits vibrants, comme si chaque coup de pinceau était une tentative de se connecter à lui-même et au monde. Cependant, l'art ne suffisait pas toujours à le protéger. Dans ces dernières années, sa santé mentale se détériora rapidement. Il passa des périodes dans des hôpitaux psychiatriques, isolé, et finit sa vie par un acte tragique encore débattu aujourd'hui. Van Gogh nous a laissé une leçon puissante. Même dans les profondeurs de l'abîme, il est possible de créer quelque chose qui transcende la souffrance. Son art ne reflétait pas seulement son état psychologique. Il transformait ses tourments en quelque chose d'universel, capable de toucher des millions de personnes. Pourtant, le poids de son propre abîme était plus grand que ce qu'il pouvait supporter. Ainsi, le tourbillon émotionnel qui donna vie à ses œuvres finit aussi par le consumer. Mais Van Gogh n'était pas le seul génie à trouver refuge dans sa créativité, tout en affrontant l'abîme. Nikola Tesla vécut un isolement d'une autre nature, un abîme façonné non seulement par son esprit, mais aussi par ses inventions. Alors que Van Gogh s'enfonçait dans l'abîme de ses émotions, Nikola Tesla affrontait un vide différent. Un isolement né à l'intersection de son génie et de sa déconnexion avec le monde qui l'entourait. Tesla était un visionnaire qui imaginait un avenir si avancé que pour beaucoup, ses idées étaient incompréhensibles. Mais le prix de cette vision fut une vie marquée par la solitude et une incapacité à communiquer pleinement sa pensée. Tesla possédait un esprit extraordinaire. Il fut à l'origine d'inventions qui façonnèrent le monde moderne, comme le courant alternatif et la transmission sans fil. Pourtant, malgré ses contributions révolutionnaires,
Il vivait dans un abîme d'isolement. Obsédé par sa mission, Tesla s'éloigna de ses amis, évita les relations amoureuses et consacra chaque moment de sa vie à un idéal: fournir une énergie libre et illimitée à toute l'humanité. Cette obsession, bien que noble, le consuma aussi. L'isolement de Tesla n'était pas seulement social, il était aussi spirituel. Tesla habitait une zone entre le matériel et le transcendantal, où ses idées semblaient parfois plus proches d'un rêve mystique que d'une invention pratique. Il croyait en une interconnexion universelle de l'humanité, où l'énergie servirait de lien entre les individus et le cosmos. Cette vision quasi spirituelle de la science l'éloignait encore davantage d'une société orientée vers le profit et les objectifs immédiats. Dans ces dernières années, Tesla devint une figure recluse, vivant dans des hôtels bon marché et parlant aux pigeons, qu'il considérait comme ses seuls amis. Il mourut presque oublié, tandis que beaucoup des fruits de son génie furent exploités par d'autres. Son histoire est un rappel que l'abîme de la génialité peut être à la fois une source d'inspiration et un piège d'isolement. Tesla, Van Gogh et Nietzsche avaient quelque chose en commun. Chacun trouva dans l'abîme des défis, mais aussi des opportunités pour transformer le vide en héritage. L'abîme est à la fois une invitation et une menace. Il représente tout ce que nous ne connaissons pas, tout ce que nous redoutons, et tout ce qui nous pousse à dépasser ce que nous sommes. Mais pourquoi quelqu'un choisirait-il de le confronter ? Pourquoi certaines personnes, même conscientes des risques, se jettent-elles dans l'inconnu ? L'une des réponses réside dans la fascination humaine pour le défi. Depuis les premiers mythes, nous sommes attirés par ceux qui nous échappent. L'abîme, avec son vide et son mystère, défie notre instinct de survie tout en éveillant notre curiosité. En philosophie, cette idée se traduit par le désir de transcender les limites du connu. En fin de compte, l'abîme n'est pas seulement l'espace entre le connu et l'inconnu. Il est le moteur qui nous pousse à élargir ses frontières. Cette impulsion est particulièrement forte chez les esprits créatifs et visionnaires. Le génie, par définition, vit à la limite du possible. Nietzsche, Van Gogh et Tesla étaient animés par un désir presque obsessionnel d'explorer ses limites. Pour Nietzsche, cela signifiait remettre en question toutes les certitudes et chercher de nouvelles façons de penser. Van Gogh a plongé dans ses émotions les plus profondes pour créer de la beauté au milieu du chaos. Tesla a imaginé des technologies qui semblaient tout droit sorties d'un rêve. Tous trois ont affronté l'abîme, non pas par choix, mais par nécessité, car c'est là que leurs idées et leurs visions les poussaient. Mais l'abîme ne concerne pas uniquement les génies. C'est aussi une expérience universelle. Dans les crises personnelles, nous sommes nombreux à nous retrouver confrontés à des situations où nous devons affronter nos propres vulnérabilités. Le concept de croissance par la douleur est exploré dans de nombreuses traditions spirituelles. Dans le christianisme, par exemple, la nuit obscure de l'âme précède l'illumination, tandis que le bouddhisme considère la souffrance comme une étape vers le nirvana. Comme Nietzsche, Van Gogh et Tesla, nous sommes tous attirés par l'abîme à certains moments de crise ou de changement, même si cela est moins visible. Cependant, il y a quelque chose de transformateur dans cette confrontation. L'abîme n'est pas seulement destruction, il est aussi l'endroit où naissent les grandes créations. En psychologie, Carl Jung décrivait le processus d'affrontement de l'ombre comme essentiel à la connaissance de soi. Collectivement, l'histoire regorge d'exemples de sociétés qui ont prospéré en transformant des moments de crise en périodes de renouveau culturel. Sur le plan individuel, c'est en affrontant nos peurs les plus profondes que nous découvrons la force de nous réinventer. Et que se passe-t-il lorsque l'abîme cesse d'être une expérience individuelle et commence à se refléter dans ce que nous créons ? Chaque œuvre, chaque histoire lui donne forme, nous permettant de l'affronter d'une autre manière. Comme si l'art, la littérature et la culture étaient des miroirs qui nous aidaient à voir ce que nous n'aurions peut-être jamais eu le courage d'affronter seuls. L'abîme ne vit pas uniquement dans les esprits de ceux qui l'affrontent directement. Il trouve aussi une expression dans les histoires que nous racontons, dans les œuvres que nous créons et dans les symboles que nous laissons au monde. L'art et la littérature agissent comme des miroirs de l'indicible, nous permettant, à travers eux, de contempler ce que nous n'aurions peut-être jamais eu la force d'affronter seuls. Dans la littérature, l'une des représentations les plus emblématiques de l'abîme se trouve dans la Divine Comédie de Dante Alighieri, écrit au XIVe siècle. Ce poème épique raconte le voyage de l'auteur à travers les trois royaumes de l'au-delà, l'enfer, le purgatoire et le paradis. L'enfer, guidé par le poète Virgile, est autant une exploration des péchés de l'humanité qu'une confrontation avec ses propres failles.
Ici, l'abîme est à la fois un lieu physique et une métaphore de l'âme en quête de rédemption. Ce passage, bien que douloureux, est nécessaire pour atteindre la lumière. Dans Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, écrit au XXe siècle, l'abîme prend une dimension morale et intérieure. L'histoire suit Charles Marlowe, un marin envoyé au Congo pour retrouver un marchand, Kurtz, qui s'est isolé de la civilisation et a sombré dans la sauvagerie. La jungle, qui semble être le défi principal, n'est en réalité qu'un décor. Le véritable abîme réside dans le face-à-face avec les aspects les plus sombres de la nature humaine, révélant ce qui se passe lorsque les structures sociales s'effondrent. En peinture, l'abîme est traduit en forme, couleurs et mouvements. Vincent van Gogh, peut-être l'exemple le plus frappant, transformait ses luttes intérieures en œuvres universelles. Ce coup de pinceau tourbillonnant et ses palettes vibrantes reflétaient son chaos émotionnel. La nuit étoilée, par exemple, montre un ciel nocturne rempli de spirales de lumière, comme si la turbulence intérieure de l'artiste s'était projetée sur le cosmos. Champ de blé avec corbeau, l'une de ses dernières œuvres, illustre un paysage désolé, traversé par des corbeaux sous un ciel sombre, comme un présage de fin inévitable. Si ce tableau ne se contente pas de révéler l'abîme psychologique de Van Gogh, il nous invite à le ressentir. Dans la littérature moderne, l'abîme prend une forme encore plus menaçante dans les œuvres de H.P. Lovecraft. Ce maître de l'horreur cosmique du début du XXe siècle imaginait un univers vaste et indifférent, peuplé d'entités incompréhensibles, comme Cthulhu. Ces créatures symbolisent l'abîme entre ce que nous sommes capables de comprendre et ce qui existe au-delà. Pour Lovecraft, l'abîme n'était pas un lieu de rédemption ou d'apprentissage, mais un rappel brutal de notre insignifiance face au cosmos. Mais l'abîme ne se limite pas à la tragédie ou à la terreur. Il peut aussi être une source de transformation collective. Le surréalisme, par exemple, mouvement artistique du XXe siècle, a puisé son inspiration dans l'abîme de l'inconscient. Des artistes comme Salvador Dali ont exploré les rêves et les images surréalistes pour exprimer ce qui ne pouvait être décrit par des mots. De manière similaire, Beethoven, l'un des plus grands compositeurs de l'histoire, traduisait ses propres abîmes en musique. Ses symphonies, notamment la 9e, capturent à la fois l'angoisse et l'élévation spirituelle, montrant comment l'affrontement avec l'abîme peut engendrer des créations sublimes. À travers ces expressions artistiques, l'abîme cesse d'être uniquement un lieu de douleur et devient un point de connexion universel. Il nous rappelle que, même face au vide, nous sommes capables de créer quelque chose qui transcende notre fragilité. Mais, au fond, que nous apprennent ces œuvres et ces histoires sur notre propre relation à l'abîme? Est-il possible de l'affronter sans tomber? Nietzsche, Van Gogh, Tesla. Chacun a affronté l'abîme à sa manière, en défiant l'inconnu, en repoussant les limites et en transformant ses expériences en héritages immortels. Mais au final, l'abîme n'appartient pas qu'au génie. C'est une expérience universelle. À un moment ou un autre, nous sommes tous appelés à l'affronter. L'abîme peut se manifester sous différentes formes. Une crise personnelle, la perte de quelque chose d'important, ou même le questionnement du sens même de l'existence. Il nous oblige à confronter nos peurs les plus profondes, à remettre en question ce en quoi nous croyons, et souvent à abandonner tout ce que nous connaissions. Cette confrontation est douloureuse, mais également nécessaire. Sans elle, il n'y a pas de transformation. Les histoires de Nietzsche, Van Gogh et Tesla nous enseignent que l'abîme n'est pas seulement destructeur. C'est aussi un espace de création. C'est dans le vide, laissé par le nihilisme, que Nietzsche a trouvé la force d'imaginer le surhomme et l'éternel retour. C'est dans le tourbillon émotionnel de Van Gogh que sont nées ses œuvres les plus vibrantes. Et c'est dans l'isolement de Tesla que ses inventions visionnaires ont vu le jour. Mais ces histoires nous rappellent également que l'abîme ne pardonne pas. Il teste notre force, notre détermination, et parfois, il nous consume. L'abîme nous effraie parce qu'il révèle notre fragilité. Mais c'est aussi là que nous trouvons la force de transcender nos propres limites. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.